Chers auditeurs, bonjour. Ambaro reçoit pour ce jour la plateforme des organisations de la société civile Malagasy-œuvrant pour l'environnement, qui n'est autre que l'Alliance Voargas, à travers son président national, qui n'est autre que Njantou Razakamanarna. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Alliance 92 FM. Alors quand on dit environnement, oui, Madagascar, on dit que c'est une île bien riche en environnement, beaucoup de spécificités si on parle d'espèces endémiques, mais il y a une suite, 3 points de suspension et justement vous êtes là en tant qu'Alliance Voargas. Est-ce que la santé environnementale du pays est bonne? Pas du tout parce que si on fait une petite analyse de la déperdition de la couverture forestière par exemple, si on avait 20 millions d'hectares de forêt et 8 millions d'habitants dans les années 50, maintenant c'est l'inverse. On a plus que 8 millions d'hectares de forêt naturelle avec plus de 23 millions d'habitants. Et si on continue cette projection avec la pauvreté et le non-développement actuel, on va aboutir à presque une désertification du pays dans les 30 années qui vont suivre. Est-ce dû à la non-prise en conscience ou est-ce simplement un oubli On a toujours prôné cette beauté et richesse de l'environnement, des ressources naturelles de Madagascar, mais on n'a jamais su, surtout après l'indépendance, à approprier donc la politique de développement avec la progression aussi de la conservation ou de la valorisation du capital naturel de Madagascar. Ceci dit que on sépare toujours la politique environnementale de conservation du développement réel du pays. On arrive du mal à adapter vraiment les vrais. Maintenant, c'est devenu à la mode les responsabilités sociétales des entreprises, mais à la mode seulement parce que on n'arrive pas à les appliquer d'une manière stricte. On a aussi l'Office national pour l'environnement qui travaille bien, qui a le décret Messier, etc. Il y a aussi les lois sur les grandes mines, mais on a vraiment du mal à adapter toutes ces politiques économiques avec l'approche sociale et l'approche environnementale à Madagascar. Vous avez parlé de lois. Est-ce que nos lois sont fortes quand même, si l'on parle de la préservation environnementale? On a tout un arsenal, on a même beaucoup, mais ce n'est pas la loi qui est le problème, c'est l'inexistence de vision. Et ça, c'est en amont, mais en aval, il y a aussi la non-application de la loi. Et c'est ça qui gêne certaines fois certains bailleurs de fonds, parce qu'à Madagascar, on est des champions de planification et de confection de projets, mais quand on en vient donc vraiment à l'application, on est assez médiocre. Et ça se justifie principalement par l'historique qui veut que maintenant, à Madagascar, on est vraiment un champion de la corruption, du manque de vision et du manque de décentralisation. Alors vous avez dit projet, champion, mais ce ne sont pas les conventions aussi qu'on n'a pas ratées. Il y a par exemple la convention de Washington qui est le CITES. Il y a aussi Rio de Janeiro qu'on avait signé. Il y a changement climatique, Ramsar, désertification, tout ça. Qu'est-ce qu'on a appliqué réellement dedans? On en revient à ce que j'avais dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de vision nationale pour le développement et pour la gestion durable des ressources naturelles. On est présent partout, mais il faudrait adapter ces conventions à une vision, tout d'abord, comme je l'ai dit, de développement durable du pays, ce qui n'existait pas encore jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a toujours ces plans quinquennaux à chaque régime qui sont taillés au mandat de celui qui dirige, mais on n'a jamais arriver à établir un référentiel intersectoriel multi-acteurs sur une durée assez large, jusqu'à 20 ans, 30 ans. Mais on change toujours de politique et de loi à chaque fois comme on change de ministre aussi ou de gouvernement. Et ça ne permet pas vraiment une application raisonnable, rationnelle de ces conventions. Et vous avez parlé de CITES tout à l'heure. Madagascar est aussi réputé avec les trafics de bois de rose et trafics de tortues actuellement, où on est le CITES. De l'Alliance Voargas, on parle de réseautage, renforcement de capacité, plaidoirie, justice environnementale et puis
la grande communication que vous faites aussi à travers des partages, mais est-ce que c'est vraiment efficace pour pouvoir, de votre amour, de votre passion, de votre mission même, d'aller de l'avant pour protéger l'environnement? L'Alliance Vargas a été mise en place en 2009 et on est avec 28 organisations, tous de Stade du Malagasy actuellement. Mais il est vrai que malgré qu'on ait cette mission d'interpeller, de proposer, de faire des propositions aussi, on ne peut pas travailler tout seul. La mission de la société civile, ce n'est pas la fonction régalienne, ça appartient toujours à l'État. Et nous, ce qu'on prend, on appelle ça GPS. La coopération gouvernement, privé et société civile. C'est toujours le gouvernement qui a le leadership politique et l'application de la loi, le secteur privé dans les investissements et dans la responsabilisation sociétale et la société civile qui comble le tout donc dans ce que j'avais dit tout à l'heure, l'interpellation, etc. Mais c'est tous ensemble qu'on pourra faire progresser le pays. On ne peut pas travailler tout seul. Et il faut signaler que nous, la société civile, un de nos objectifs primaires, c'est le renforcement du rôle de l'État. Si on a un État fort, démuni de la corruption, avec un peu de vision et un peu de décentralisation, on n'aura pas besoin de beaucoup de sociétés civiles. Et en vous entendant quand même, excusez-moi, mais vous cognez un peu entre guillemets parfois avec les gouvernants quand même de cette manière de voir les choses. Si, mais c'est pour ça qu'on est société civile. On n'est pas un parti du régime ou de l'opposition. On dit des choses avec des informations crédibles et on peut cogner l'État plusieurs fois. On l'a fait plusieurs fois. On a même mené l'état de transition en Conseil d'État une fois. Mais on travaille aussi avec les ministères. Ça, il faut pas l'oublier dans plusieurs cadres. Ce ne serait que celui de l'application de la loi contre les trafiquants de tortue, par exemple. On a travaillé d'une façon très intime avec le secrétaire d'État de la gendarmerie, le ministre de la Justice, les douanes, le ministre de l'Environnement et des Forêts en même temps. Donc ceci pour dire que on fait la part des choses. On travaille toujours, que ce soit pour ou contre celui qui dirige, mais avec des informations crédibles. On ne fait pas de la politique, on n'est pas là pour aller chercher un siège au gouvernement. Et ça, il y a des fausses sociétés civiles qui font ça. Il y a des sociétés civiles, des bailleurs de fonds, il y a des sociétés civiles gouvernementales, etc. Mais nous, on veut prôner la vraie société civile et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est devenu solidaire avec le mouvement Rouille aussi. Parce que Alliance Vargas ne peut pas travailler tout seul avec son... Il n'y a jamais eu de filière monosectorielle. Quand vous travaillez sur l'environnement, il faut travailler avec les douanes, avec la police, avec l'environnement et bien sûr avec la justice. Les frontières. Et les frontières, on doit travailler avec les droits humains aussi. Mais Alliance Vargas aussi a intégré le mouvement Rouille parce que on peut avoir plus d'informations, on peut utiliser plus de masse critique pour renforcer nos messages de plaidoyer. Alors comment vous fonctionnez? Comment faites-vous pour recevoir les informations? Par plusieurs façons. Ce qu'on a utilisé au début, c'est jusqu'à maintenant, on a le téléphone vert orange. Partout où vous allez à Madagascar et que vous composez le 512 orange, vous pouvez avoir Alliance Vargas. Et on utilise cette information pour nous-mêmes, c'est-à-dire que on va devoir trianguler l'information à partir de nos informateurs. On a des informateurs surtout dans les zones rouges du pays. Et à partir de ces deux informations, on informe l'administration compétente. Et c'est à partir de cela qu'on a réussi à faire d'ailleurs un livre sur les 27 cas de bonne gouvernance environnementale à partir de ces expériences sur ces téléphones verts et ce système d'information. Bien sûr, on a aussi notre site web www.alliancevargas.org. Je crois qu'il est en panne maintenant, mais ça va se renouveler. Voilà, c'est à peu près tout et on fait des messages de sensibilisation autant que faire se peut. Interpeller, c'est quand même dangereux pour... par exemple, la VG. Si la VG a réussi à survivre jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on interpelle avec des informations crédibles. C'est pour ça qu'on ne fait pas de la politique d'ailleurs. Nous, on pense que si on utilise... C'est ça qui manque aussi dans certaines organisations, même au niveau de l'administration. Il faut travailler beaucoup sur les bases de données. En tant que société civile, vous ne pouvez pas faire des interpellations, des messages de plaidoyer. C'est dans la science du plaidoyer d'utiliser des informations crédibles.
On use des informations qu'on a à partir de notre système de communication, mais on travaille aussi avec les universités. On travaille avec la statistique nationale et on fait nous-mêmes des développements de modules d'éducation avec le REPC. Si l'on revient sur ce qu'on appelle la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages, menacées d'extinction ou CITES, est-ce une bible pour l'environnement? Ou un repère? Un repère peut-être, mais pas une bible, parce que elle dépend de la science et la science évolue. Pour dire que dans le CITES, par exemple, il y a 3 annexes. La 3e annexe, c'est l'application de la loi au niveau du pays, de notre pays. Mais avec l'annexe 2, on commence à avoir des collaborations avec les CITES, les autres pays à l'étranger, où Madagascar doit avoir un quota pour chaque espèce protégée concernée, après une étude préalable donc de nos scientifiques et de notre autorité de gestion. Il y a un quota déterminé donc par espèce. Et pour l'annexe 1, c'est vraiment interdit d'exportation. Là, je fais remarquer qu'il s'agit du commerce international, mais pas national. Oui. On a failli plusieurs fois à notre CITES. On a failli plusieurs fois à notre CITES. On peut parler... par exemple, des crocodiles. Expliquez-nous cela. Vous savez, dans les années 60, on a eu un quota énorme d'exportation de crocodiles. On a failli, le crocodile du Nil, qui appartient aux mêmes espèces qui est en Égypte, qui existe à Madagascar, a failli disparaître à la fin des années 60. Donc, on a protégé le crocodile. Et ce n'est que récemment qu'on a remis donc l'exportation de peau de crocodile. Mais après, on est revenu à la case départ. On a eu peur de l'extinction. C'est pour ça que la CITES, je crois qu'il y a 5 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus, a arrêté donc le quota d'exportation de peau de crocodile. Et ce n'est que récemment que ça a repris. Il y a aussi les autres plantes, les plantes succulentes ou certaines orchidées, dont le quota a été réduit, arrêté même une fois. Et c'est pour dire que ça dépend donc de la situation de l'espèce dans la nature. Il est possible de faire des élevages. Il est possible de faire des plantations de certaines espèces. Et ça, la CITES encourage vraiment ça pour avoir une durabilité donc de la gestion de l'espèce. D'où le renforcement de capacité au niveau des citoyens pour au niveau des citoyens, mais au niveau de l'administration aussi, même au niveau des polices aux frontières. Nous, à l'Alliance Vargas, il y a une fois où on a fait des séances de formation sur les espèces protégées au niveau des aéroports de Madagascar, et ça a eu beaucoup de succès. Si par exemple ces derniers temps tout le monde arrive à avoir des nouvelles sur des trafics de tortues, etc., c'est grâce en partie à ces formations-là. Parce que il est vrai qu'il y a des agents des forêts au niveau de l'aéroport, mais il y a aussi la gendarmerie, les douanes, la police, qui ne sont pas censés connaître vraiment la particularité de ces espèces protégées. Donc, on fait des formations ensemble, et même la douane nous a réclamé dernièrement qu'il faudrait renouveler ces formations, refaire ces formations tout régulièrement. Et de même aussi, les magistrats nous ont demandé ça, parce que certains magistrats auparavant avaient dit que est-ce qu'on ne va pas on va mettre en prison quelqu'un pour une tortue? Grande question, parce que c'est la loi qui dicte ça. C'est la loi qui dicte ça, et nous, on a même appris ça par cœur, par exemple, que pour un trafic au niveau national de tortues, vous avez entre 6 mois et 2 ans de prison. C'est-à-dire que moi, si je vais à Tuléar et que je ramène une tortue comme ça, j'aurai un problème sur Vous aurez des problèmes. Normalement, même si vous avez des tortues chez vous, il faut savoir ça. C'est interdit. D'accord. C'est interdit d'avoir des... Et si personne ne vous inquiète, c'est parce que personne ne vous a poursuivi. Mais si quelqu'un vous poursuit, les autorités vont venir et vous allez avoir des problèmes. Et pour les trafics à l'international, c'est entre 2 ans et 5 ans de prison. Je ne parle pas des amendes, hein. Mais si ce sont des tortues qui ont été pris dans les aires protégées, le minimum, c'est 5 ans d'emprisonnement. Donc, il faut que nous, au niveau d'Alliance Vargas, de la société civile, on a répété ça plusieurs fois pour que certains juges, magistrats commencent à comprendre que ce sont des espèces protégées. Donc, il faut appliquer les lois qui existent, mais ne pas faire de sentiments ou des côtés
d'autre côté. Mais n'empêche, si l'on revient quand même à notre cher pays, la nature et l'homme ne font qu'un, en principe, si l'on parle de la culture bien malgache. Est-ce que cela se tient toujours selon l'AVG? Si vous regardez le logo de l'AVG, ce sont des formes humanisées de folioles de bois de rose. C'est pour faire passer le message, entre autres, que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme et la nature sont inséparables. Mais le problème, comme je l'ai dit auparavant, on n'a pas encore réussi à adapter une vision qui intègre. C'est toujours par rapport à une vision, c'est pas par rapport à une éducation aussi par rapport. Il faut intégrer l'éducation dans la vision et tous les autres aspects parce que on ne peut pas diriger un pays en changeant de politique à chaque régime ou à chaque gouvernement. Il faut avoir une vision de long terme sur la gestion durable de ces ressources, que ce soit renouvelable ou non. Donc, quand on a mis en place, par exemple, le programme national d'action environnementale au début des années 90, on a isolé le secteur environnement. On l'a isolé complètement avec 400 millions de dollars pendant 20 années et on n'a pas considéré l'intégration des secteurs agricoles, élevage, etc. Et c'est vers la fin, même si on a prôné ça dans la politique, on n'a pas eu donc les mesures d'accompagnement nécessaires pour que ça aille ensemble. Mais force est de constater actuellement que là où se trouvent les aires protégées actuelles, ce sont des endroits très éloignés, où il n'y a pas d'infrastructure de développement, où les fonctionnaires qui sont là, certains sont des fonctionnaires affectés disciplinairement, etc. Et donc, la population qui existe sont condamnés à survivre avec l'environnement qui existe, avec vraiment des formes de survie primaire. Mais on parle maintenant d'écotourisme. L'écotourisme, ça marche encore. Ça marche encore et malgré tout. On a besoin de vous aussi dans l'écotourisme? D'Alliance Vargas? Bien sûr, moi je pense qu'il faut éduquer aussi les touristes sur ce qui se passe à Madagascar, ce qu'ils peuvent faire pour aider le pays à se développer. Parce que comme je l'ai dit, on peut baser le développement durable de Madagascar sur l'écotourisme si l'on veut. On n'a même pas besoin d'exploiter toutes ces ressources si on essaie vraiment. On n'est pas moins doté que Maurice. Et avec pourtant, toute la biodiversité qu'on a, on n'a pas besoin d'exploiter toutes ces ressources, de faire la grande braderie des ressources naturelles de Madagascar. L'écotourisme suffit amplement. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas pu approprier une telle politique par rapport à notre richesse. Donc, quand vous me demandez la question sur l'écotourisme, un pays aussi unique que Madagascar ne peut qu'évoluer avec l'écotourisme. Et ce n'est pas vraiment la politique qui existe au pays qui fait avancer l'écotourisme, mais vraiment l'état naturel de Madagascar. Plutôt ça. Oui. Quelques dernières minutes, parlons du bois de rose. Aïe, aïe. L'AVG a beaucoup parlé, a interpellé, a réagi, a émis des remarques d'ailleurs aussi qui ont un peu plus qu'étonné plus d'un. N'empêche, êtes-vous content, vous, au niveau de l'AVG, de vos interpellations, de vos actions et aux résultats? Oui et non. Oui, parce que depuis qu'on a fait nos interpellations en 2009, le sujet de bois de rose a attiré plusieurs entités. D'autres sociétés civiles ont suivi le pas. Dernièrement, le CRAM aussi a fait sortir des informations pertinentes par rapport à ce trafic-là. Et non, parce que on n'est pas encore arrivé au bout. Même si ça n'est pas aussi spectaculaire qu'avant. C'est un manque de volonté politique? Un manque de volonté politique, oui. Parce que nous, on pense que les gouvernants arrivent à vraiment appliquer la loi, arrivent à se démettre de cette impunité flagrante qui existe dans ce pays, on pourra avancer. Tout le monde sait actuellement que ceux qui sont inquiétés par les affaires de bois de rose, ce sont des sous-fifres, des petits fonctionnaires même qui ont fait leur travail. Mais les grands parents de la mafia de bois de rose, qui sont même dans les institutions actuellement, n'ont jamais été inquiétés. Et personne n'est dupe en la matière. En novembre, il y aura une réunion de la CITES pour décider sur cet embargo de bois précieux à Madagascar. Nous, on encourage la CITES à continuer l'embargo parce qu'on n'a pas encore eu l'application de la loi nécessaire et on n'a pas suivi vraiment les recommandations de la CITES qui a été émise en octobre de l'année dernière, comme l'inventaire
des stocks saisis et déclarés. Nous, on demande aussi à ce que les stocks déclarés ou cachés soient tous saisis. Saisis pour quoi faire? Parce que ce sont tous des produits illégaux. Et quoi en faire après pour l'AVG? L'AVG avait dit une fois qu'il faut les détruire. Parce que si on compare par exemple l'avantage qu'on a eu en lâchant, en ne punissant pas ceux qui ont les délinquants sur le bois de rose depuis le temps, sans aucune répercussion sur l'économie du pays en général et les pauvres de Madagascar, on pense qu'il aurait mieux fait de détruire ces bois saisis et déclarer. Là, on propose toujours de ne pas lâcher cet embargo, surtout en vue des élections qui vont arriver. Il y a certains qui vont encore utiliser ces stocks ou en couper encore des bois dans la nature pour faire pour financer les campagnes électorales. Et il y a ceux qui promettent vraiment la distribution de ces ressources quand ils sont élus, etc., etc. Donc, le mieux, c'est de ne pas exporter. On pourrait, à la rigueur, utiliser ces stocks pour aider les petits artisans à Madagascar, mais avec un suivi strict de la société civile. Et l'AVG se dit être prête à aider et à surveiller justement. Oui, on est tout à fait prêt. On a déjà été dedans, on a ça exclu, mais il faut quand même faire une distinction de la vraie société civile avec certaines sociétés civiles qui font de la politique ou qui sont guidées par d'autres intérêts. C'était l'embarras de l'Alliance Wargas avec le président Jantou Razaka Manarne. Merci encore une fois. Merci, au revoir.